Merci à vous d'être là et puis merci à Arthur d'avoir fait le déplacement depuis Strasbourg. Donc, dans ce livre, Toucher le vertige, tu nous emmènes un pas après l'autre dans ton ascension de l'aiguille du Tour avec une copine, hors saison. Et quand je dis un pas après l'autre, c'est parce que tu t'intéresses à tous les moments de cette ascension, la montée, le sommet, la descente, avec un moment particulier suspendu qui est le cœur du livre, son noyau central, qui est ce moment de vertige que tu as vécu là-haut. Alors, ce livre, quand j'ai vu qu'il sortait, évidemment, le sujet m'a intéressé parce que je suis guide et voilà, j'ai souvent affaire à des gens qui peuvent avoir des peurs, parfois des phobies, qui emploient souvent le mot vertige pour parler de ça. Et j'ai toujours été bien en peine de leur dire non, le vertige en fait c'est autre chose. Et c'est la première fois que je lis quelque chose de convaincant sur qu'est-ce que c'est que le vertige. Donc j'étais intéressé, j'étais aussi curieux parce qu'il se trouve que j'avais lu avant ton précédent livre qui s'appelle La vie solide, où tu fais part de ton expérience de charpentier. Et je trouvais que à cette occasion-là, tu abordais des sujets que je trouvais très, très pertinents pour moi, quoi. Donc j'avais beaucoup de curiosité sur en quoi toucher le vertige succéderait à la vie solide, d'une certaine manière. Peut-être qu'on en reparlera dans la discussion. Et puis, donc, au fil de ce récit que tu fais pas à pas, tu abordes des sujets que tu développes et que tu déploies, et ça va être un peu l'objet de notre conversation. Alors, il se trouve que j'ai lu ce livre dans une occasion particulière, parce que je l'ai lu à un moment où j'étais en partance pour, avec un groupe de gens et un guide qui s'appelle Blaise Agresti, gravir l'Olympe. Et il se trouve que je lisais le livre en même temps qu'on vivait cette histoire-là, et que j'ai trouvé matière à rapprocher les deux par rapport à certains moments particuliers. Donc voilà, qu'est-ce que ça a représenté pour moi, c'est assez intéressant. La première chose sur laquelle j'ai envie de te donner la parole, c'est que quand tu parles de la montée jusqu'à ton bivouac à Albert Ier, tu as un long passage sur la tique, que j'ai trouvé fort intéressant. Donc, qu'est-ce que tu racontes à propos de la tique qui ouvre ce livre ? Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi d'être venus aussi nombreux malgré le grand soleil, le Tour de France et bien d'autres réjouissances qui auraient pu vous éloigner de la discussion qui va avoir lieu là cet après-midi. Alors, la tique, c'est un animal assez dérangeant, assez étrange, même quand on en a une sur la peau, ça fait une sorte d'excroissance de son propre corps qui se gorge de notre sang, donc c'est à la fois notre organisme ou nourri par notre organisme et un organisme étranger. C'est un phénomène assez curieux à vivre. Il se trouve en plus que peu de temps après avoir écrit ces lignes, parce que l'animal me fascinait, mais j'en avais jamais fait l'expérience sur mon propre corps, peu de temps après avoir écrit ces pages sur la tique, j'ai été me promener en forêt en Allemagne où il y a beaucoup de tiques et j'ai été piqué par une tique et ensuite je l'ai vu grossir sur mon aisselle. Donc l'expérience de la tique a suivi directement celle de l'écriture sur la tique. Mais la raison pour laquelle j'en avais parlé, donc c'était pas le fait que j'en avais fait l'expérience, c'est que c'est un animal un peu connu des philosophes, puisque Deleuze en a parlé dans son Abécédaire. C'est un long documentaire sur la pensée de Gilles Deleuze, qui procède par énumération donc de concepts en suivant l'alphabet, et à la lettre T, c'est l'animal tique. Et l'animal tique, en fait, a représenté une étape dans le développement d'une science biologique, vétérinaire, qui s'appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux et du milieu dans lequel les animaux évoluent. Et la tique, de ce point de vue-là, est assez exemplaire de ce qu'est un milieu animal. Alors pour l'expliquer simplement, en fait, le milieu d'une tique se réduit à quelques stimulus, quelques perceptions très réduites. D'une part, la lumière qui lui permet de monter au sommet d'une herbe où elle va attendre le passage, ou plutôt elle va attendre de sentir une certaine odeur dégagée par les mammifères, par une glande possédée par les mammifères. Donc ça peut être un être humain ou un chien
ou un âne, et quand elle perçoit cette odeur, elle se laisse tomber dans le vide, en espérant, enfin elle n'espère pas parce qu'elle n'a pas les facultés cognitives, mais elle peut tomber, il peut se trouver qu'elle tombe sur un mammifère. Et troisième perception, ou champ de perception de la tique, se met en jeu à ce moment-là, c'est la recherche de la chaleur, l'endroit, c'est-à-dire l'endroit où le sang sera le plus proche de la peau, ce qui lui permet d'aller piquer assez facilement et de pouvoir se gorger de sang. Et là, pas faire un cycle de sa vie, donc devenir adulte ou bien nourrir ses œufs. Voilà. Et donc ces trois perceptions, la lumière, une odeur et la chaleur, forment le tout, la totalité du monde, du milieu dans lequel évolue la tique. Mais en fait, alors ça peut nous paraître extrêmement réduit si on s'imagine vivre dans cette espèce d'obscurité avec trois signaux, la lumière, une odeur et la chaleur, mais on peut se demander si notre milieu, l'univers dans lequel nous, on habite, n'est pas lui aussi, d'une certaine manière, étriqué par rapport, par exemple, sur le plan de l'odorat, à l'univers dans lequel évoluent les chiens, qui, eux, perçoivent une infinité d'odeurs à de très grandes distances, par rapport auxquelles nous, on est extrêmement limité. Donc, cet exemple de la tique est pris à la fois pour donner une sensation de ce que peut être un autre milieu, et aussi pour montrer ou pour faire réfléchir sur la question du fait que notre univers, celui des humains, le milieu dans lequel vivent les humains, n'est pas l'univers complet, total, mais une certaine façon de percevoir le monde qui nous entoure, de la même manière que les chiens perçoivent le monde qui les entoure d'une certaine manière, et qu'il n'y a pas une hiérarchie entre ces univers, il y a simplement des différences. Et à chaque fois, c'est un milieu complet, celui des humains ou celui de la tique. Et en lisant cela, forcément, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'en est-il de mon milieu de vie? C'est-à-dire, je crois percevoir beaucoup de choses, mais en fait, je suis peut-être une cryptotique. Voilà, et en fait, j'en ai eu... je te disais que je lisais ça tout en montant sur l'Olympe. Et cette ascension, on était avec un groupe de gens. Alors, c'est une montagne particulière, il y a tout un aspect symbolique particulier. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans et ce dont j'avais envie que nous parlions un petit peu en même temps qu'on le faisait, c'était est-ce que gravir une montagne nous transforme et de quelle manière? Alors pour répondre à cette question et préciser la réponse précédente, ce qui nous différencie quand même de la tique, c'est que notre univers n'est pas clos dans le sens où il peut s'augmenter, se préciser. Et c'est précisément ce qu'on fait quand on apprend un métier, quand on fait un apprentissage, quand on apprend à faire quelque chose. On apprend à percevoir dans notre environnement sensible des choses qu'on ne percevait pas. Et cette question de l'apprentissage, de la transformation par le faire, c'est celle que je me posais ou à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon premier livre sur la vie solide, qui est le récit de mon apprentissage du métier de charpentier, dans lequel je raconte comment je suis passé de l'état d'apprenti, débutant, qui est complètement submergé par les informations sensibles, par tout ce qui se passe sur un chantier, et qui est incapable de voir ce qui est important, de voir ce à quoi il faut prêter attention quand on se trouve sur un chantier. Donc d'être passé de ce stade ou cet état de débutant à celui d'ouvrier plus ou moins expérimenté, qui justement sait ce qu'il veut faire dans le monde et sait quelles sont les informations qui sont importantes à prélever dans le monde pour réaliser telle ou telle opération. Pour prendre un exemple très simple, quand on choisit des planches sur un chantier pour les mettre, pour en faire des chevrons par exemple, et qu'on est expérimenté, on sait ce qu'il faut regarder, il faut savoir où sont les nœuds pour repérer les points de faiblesse des pièces de bois, il faut éventuellement regarder leur champ, enfin les regarder en les prenant sur champ pour voir si elles ont des courbures. Tout un ensemble de perceptions, enfin d'éléments qu'on apprend à percevoir avec l'expérience, avec la transformation de notre savoir-faire. Voilà, un petit exemple de ce que c'est que devenir expérimenter, ce que c'est que l'expérience dans un métier, mais ce qu'est l'expérience en général dans la vie. Dans la vie, on passe notre temps à apprendre à mieux percevoir des choses qui sont importantes pour ce qu'on veut faire dans le monde. Et quand tu avances dans ton ascension et dans tes réflexions associées à ton ascension, tu développes ce que tu veux dire sur la perception, et en particulier quand tu parles du fait de grimper, tu
tu parles de la place du toucher, évidemment. Et puis, à un moment, tu développes cette idée que la perception, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à distance, mais c'est quelque chose que l'on fait en agissant. Tu emploies l'expression, la perception comme activité engagée. Tu dis, par exemple, à propos de grimper, une prise se voit autant qu'elle se tâte. Alors moi, forcément, ça me fait vibrer, quoi. Et ce que tu amènes à penser, c'est que, justement, notre perception et donc notre milieu de vie sont transformés par l'action de grimper. C'est un petit peu cette question du rapport entre le toucher et la vue, c'est un petit peu ce que veut résumer le titre, Toucher le vertige. Parce que à travers la question du vertige, qui est une sorte de perspective dans ce livre, il est aussi question, comme tu le dis, beaucoup de perception. Si la question se pose, et en particulier dans ma perspective d'apprenti ou philosophe amateur, c'est que parmi les philosophes, il y a une forme d'excellence ou de précédence accordée à la vue, comme le sens le plus noble parmi les sens. Et on retrouve dans toute l'histoire de la philosophie classique une sorte de préférence accordée à la vue comme étant le sens qui permet de totaliser l'expérience, d'embrasser d'un regard ce qui se donne à voir. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant que le terme théorie vient du grec spectateur, assister à un spectacle. Donc on fait une théorie de quelque chose auquel on assiste, qu'on voit dans sa totalité et qu'on peut résumer dans un système philosophique. Et donc ce n'est pas tout à fait par hasard, sans doute, si les philosophes ont, d'une certaine manière, accordé une importance privilégiée à la vue, comme s'il était représentatif, symbolique de ce que c'est que le savoir philosophique, c'est-à-dire un savoir un peu à distance du monde, qui observe, mais sans être vraiment agissant, sans être partie du monde. Et à l'inverse, ce qui est assez frappant dans l'histoire de la philosophie, on le voit par exemple très nettement chez Kant, qui méprise les sens du proche, donc le goût et le toucher, des sens qui... Voilà, il a écrit des pages extrêmement méprisantes sur ces rapports au monde sensible, parce que, on pourrait dire de cette manière, ils imposent d'entrer en contact avec le monde, de toucher, de se salir les mains, de se salir la bouche. Donc ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la volonté théorique, la volonté de rassembler le monde dans un discours. Et donc ça explique en partie pourquoi les philosophes se sont méfiés de ces sens qui salissent, qui impliquent d'engager le corps. Et puis l'autre différence, c'est que la vue, elle, peut donc encore une fois englober en un tout. C'est un sens qui se rapporte à une forme d'infini, tandis que le toucher, et pas l'odorat, mais le goût plus encore, sont d'une certaine manière des sens limités. Par le toucher, on ne procède qu'à tâtons. On peut percevoir qu'une partie de ce qu'on a sous la main. Et donc il y a, par construction, par la façon dont ces sens fonctionnent, dans le sens du goût et dans le sens du toucher, une forme de limitation qui plaît très peu aux philosophes. Et donc moi, j'ai interrompu mes études de philosophie pour devenir charpentier, pour faire un CAP de charpente, et donc j'avais une espèce de culte de la vue. Pour moi, le monde sensible était à distance, et je m'étais très peu servi de mes mains, et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un centre de formation, et le sens du toucher a pris une importance absolument majeure, à tel point qu'il a fallu que je change un peu le rapport. Enfin, cet apprentissage a été non seulement un apprentissage d'un savoir-faire, mais aussi une transformation de mon rapport à mon corps, en rééquilibrant un petit peu les places respectives qu'avaient la vue et le toucher. Et ça nous conduit un peu à la question du vertige, puisque le problème de la vue, c'est que à la fois elle vit de totalisation, d'infini, mais des fois elle n'a pas la force de totaliser. C'est bien ce qui se passe quand on se retrouve face au vide, ou ce qui nous apparaît comme le vide, c'est que tout d'un coup, la vue, l'œil n'arrive plus à englober le spectacle qui s'étend devant lui en un tout, et se trouve submergé par quelque chose qui est trop grand pour lui. Donc c'est le revers de la médaille de la puissance de la vue. Ouais. Et donc, un pas après l'autre, tu nous emmènes jusqu'à ce moment du sommet, et c'est l'occasion pour toi de nous expliquer qu'est-ce que c'est le vertige,
et en particulier de le différencier de la peur et de la phobie. Alors, le vertige, c'est quoi? Alors, ce sera un petit peu difficile de répondre à la question formulée comme ça, parce que tout ce qui m'intéressait dans cette question du vertige, c'était justement de faire des liens entre les formes très diverses que peut recouvrir la notion de vertige. J'avais été frappé par le film de Hitchcock, très connu, qui s'appelle en anglais Vertigo. J'ai oublié le titre en français, mais peut-être... en tout cas, il a Sueur froide, voilà, Sueur froide. Qui est un film, donc un des plus géniaux de Hitchcock, dans lequel il a inventé un mouvement de caméra pour restituer un effet de vertige. Donc c'est un travelling avant mêlé à un dézoom. Donc il y a une forme de constance ou de stabilité de l'image qui est au point, mais de mouvement de l'ensemble du reste de l'image. Et donc dans ce film qui porte sur la question du vertige, il est question, le scénario est le suivant, pour le résumer rapidement. Un policier qui a réchappé de peu à une chute d'un toit est arrêté et ne peut plus exercer ses fonctions parce qu'il a tout d'un coup un vertige qui l'oblige à prendre du repos. Et profitant de ça, un ami à lui demande de mener une enquête sur sa femme qui serait disparue. Je vous passe les détails, mais il se trouve que cet ami, ou soi-disant ami, a en fait construit tout un récit, engagé une sosie de sa femme et a plongé son ami dans cette enquête pour, d'une certaine manière, cacher le meurtre de sa femme, qu'il a lui-même réalisé. Et ce qui se trouve, c'est qu'à la scène finale de ce film, le héros, donc le pauvre policier qui a le vertige, se retrouve au sommet d'une église, commence à être pris par une forme de vertige, mais au sens acrophobie, peur de la hauteur, et en même temps réalise que la personne qui l'a poursuivi était un sosie de la femme de son ami, et réalise qu'en fait son ami lui a tendu un piège, construit une supercherie pour servir ses propres fins. Et donc il y a deux formes de stabilité qui se dérobent au même moment, à la fois la stabilité sensorielle, le vertige vraiment réel d'être face au vide, qui le déborde au sommet de cette église, et en même temps l'autre vertige, plus métaphysique, plus psychologique on pourrait dire, qui est celui de la réalité dans laquelle il pensait évoluer, l'enquête qu'il menait sur la femme supposée de son ami. Cette réalité-là qui s'effondre et qui cause un autre vertige d'une toute autre nature, mais qui est mêlé dans le film par cet effet de scénario où se rencontrent deux formes de vertige. Voilà, alors c'était rapidement résumé un film absolument prodigieux, mais ce qui m'avait fasciné, c'était la façon dont dans ce film étaient mêlées des formes très différentes du vertige et qui correspondaient à ce que je trouvais très répandu, c'est-à-dire qu'on emploie ce terme pour des choses extrêmement diverses, de nature très différente, aussi bien donc le vertige au sens premier de peur du vide, mais aussi des choses plus abstraites, plus existentielles, comme par exemple les vertiges métaphysiques qu'on peut avoir à l'adolescence quand on n'est pas bien ancré dans le monde sensible, dans le monde réel, et qu'on peut parfois avoir le sentiment de perdre pied. Et donc mon projet avec ce récit, c'était à la fois de l'ancrer dans une ascension, dans le récit d'une ascension en montagne, mais en même temps de décliner toutes les formes de vertige qu'on peut imaginer et d'essayer de proposer des façons d'approcher, des façons philosophiques d'approcher la question du vertige, sans dire le vertige c'est ça ou ça, mais plutôt déployer toute la complexité de ce phénomène, de sa réalité la plus physique à des choses plus abstraites, plus métaphysiques. Ce qui te permet notamment de faire un lien avec ce que tu disais avant sur la place prépondérante de la vue, et tu fais aussi un développement sur ce qu'on a appelé le sentiment du sublime, le fait que ce que l'on a sous les yeux échappe à toute mesure, et qui est une des composantes de ce qui peut provoquer un vertige, si j'ai bien compris. Alors, l'autre... pardon. En fait, l'histoire de ce récit, pour la retracer complètement,
C'était à la fois l'envie de raconter cette ascension à l'Aiguille du Tour, qui, comme vous le savez, est une ascension assez facile et qui m'en a pas moins causé un vertige, un des plus puissants que j'ai connu. Et par ailleurs, donc, d'une part ce récit que je trouvais à plusieurs titres intéressants, on pourra en reparler après, et par ailleurs, ce concept que tu viens de nommer, le sublime, qui m'avait beaucoup marqué pendant mes études, qui est un concept qui avait eu un certain succès parmi les philosophes au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui a beaucoup désigné le rapport ou la découverte de la liberté par le spectacle de la nature. Alors, un exemple assez connu de cette notion de sublime, c'est le tableau de Caspar David Friedrich, très connu, le promeneur face à la mer de nuages. C'est une des premières formes de représentation de ce rapport très intense à la nature et de l'homme qui, contemplant la nature, découvre sa propre immensité. Mais il y a un autre exemple, peut-être plus parlant pour nous aujourd'hui, qui est celui du ciel étoilé, quand on peut le contempler, qu'il n'y a pas trop de pollution, et qui consiste donc quand on fixe suffisamment longtemps le ciel nocturne, à voir petit à petit de plus en plus d'étoiles apparaître sous nos yeux. Donc c'est c'est plutôt sous l'effet de la concentration de la vue et de l'adaptation à l'obscurité. Et donc on voit apparaître petit à petit des étoiles, et il y a souvent un moment, quand on se laisse happer par ce spectacle, où on pressent qu'on n'arrive pas à voir l'intégralité du ciel, qu'il y a encore des choses qui nous échappent, qu'il y a plus que ce qu'on peut voir. Mais et c'est ce que disent les romantiques, et Kant en particulier au XVIIIe siècle, si on arrive à pressentir qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a en nous quelque chose d'illimité, quelque chose qui va au-delà de notre perception sensible, au-delà de notre corps. Et précisément, cette disposition illimitée, infinie, c'est ce qu'ils ont identifié comme étant la liberté. Et ensuite développé pour devenir une forme de respect de la loi morale, mais d'abord la liberté, le contact, la rencontre avec ce qu'il y a d'illimité en nous. Et donc, la notion de sublime, c'est cette rencontre à travers la nature de quelque chose d'illimité, de plus grand que nous, et par miroir avec ce qu'il y a en nous d'illimité, c'est-à-dire la liberté. Et donc, le sublime et le rapport romantique à la nature, c'est ce spectacle de la nature qui nous révèle notre propre liberté. Si l'Aiguille du Tour savait tout ce qu'elle engendre, elle en serait épatée. Et donc, au fond, à travers ce récit, ce que tu nous invites à questionner, c'est notre propre rapport au monde, dans lequel le rapport au vide occupe une place particulière quand il est question de vertige. Et un peu plus loin dans le livre, tu signales qu'il est tentant d'opposer le vide au plein. Et tu suggères que ce qui fait pendant au vide n'est pas forcément le plein. Bon, il se trouve que j'ai antérieurement été charpentier, comme le trahit ma carrure, je ne le suis plus. Mais donc, en tant que charpentier, mon métier, c'était d'une certaine manière de faire émerger des espaces. Quand on fait une charpente, on utilise quelques morceaux de bois et on fait un quadrillage. Et à partir il suffit de mettre quelques poutres en place et quelques chevrons pour faire apparaître un début d'espace. Il n'y a pas de mur maçonné, il n'y a pas encore de couverture, le volume n'est pas clos, et pourtant il y a quelque chose, il y a une forme d'espace qui est là, qui s'est formé, suggéré par ce quadrillage qu'on a érigé en tant que charpentier, là où quelques jours, quelques semaines avant, il y avait juste, peut-être pas du vide, mais quelque chose d'informe, de non défini, non délimité, sans frontières. Donc j'avais déjà eu un premier contact ou une première fascination pour cette question du passage d'un endroit sans limite à une ébauche de volume, une ébauche d'espace. Et puis j'ai fait un peu le rapprochement avec les conseils que donnent certains guides quand on se trouve confronté au vertige,
en particulier quand on descend. Et que là, quand on descend, on est obligé de regarder tout le vide qu'il y a face à nous. Et justement, l'effet du vertige, ça peut être de ne plus être capable de ne pas être happé par le spectacle du vide. On n'arrive plus à se sortir de cette fascination pour le vide. Alors ça peut être une fascination qui nous cloue au sol, ça peut être une fascination qui nous donne envie de nous jeter dans le vide. En tout cas, on reste fasciné par ce spectacle trop fort, comme s'il n'y avait plus que ça. Et un conseil que je me souviens avoir entendu de la part de guides, c'est de regarder la prochaine pierre sur laquelle on va poser son pied. Et puis ensuite, une fois qu'on a regardé cette première pierre, on regarde la deuxième pierre, puis la troisième. Et dans la distance qui nous sépare de la petite pierre, la prochaine pierre qui est devant nous, il y a déjà une forme d'espace qui apparaît. C'est l'espace qui nous sépare de la pierre, puis de la deuxième. Et donc, au lieu d'être happé par ce qui est trop loin, qui est infiniment grand pour nous, on voit ce qui nous sépare, cet espace qu'il y a entre la prochaine pierre et notre pied. Et il y a une façon de faire disparaître le vide, de lutter contre le vide, en reconstruisant une forme d'espace avec ce qui nous entoure le plus immédiatement. Et toujours, tu procèdes pas à pas, mais plus avant dans le livre, tu fais un pas, c'est toujours un pas, mais il emmène dans un autre registre. Je vais te citer d'ailleurs, parce qu'il est question de relation à l'autre. Et tu écris « Aussi longtemps que la symbiose est perçue comme une relation idéale, permettant de ne pas se séparer de l'autre, le sujet se sent face à une alternative, fusionner dans la relation, le plein, ou y mettre fin, le vide. » Dois-je commenter Je rassure les éventuels lecteurs, c'est une des phrases les plus absconses du livre et le reste est relativement plus accessible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas seulement question de relation au monde, mais tu projettes aussi dans la relation à l'autre ou aux autres. C'est une des raisons pour lesquelles je tenais à ce que cette réflexion sur le vertige se passe ou soit racontée au travers d'une ascension en montagne, puisqu'une ascension en montagne, en tout cas en cordée, c'est une façon de lier relation au monde naturel et relation à l'autre, aux camarades de cordée, en l'occurrence une camarade. Il y a un lien très fort entre la façon dont on peut expérimenter le monde en montagne et la solidarité, l'intensité des relations humaines dont on a besoin pour aller en montagne comme ça. Donc il y a des liens de symbiose et d'unité à la fois avec le vivant qui nous entoure et avec les autres humains avec lesquels on va explorer le monde naturel. Et tu invites aussi à réaliser que finalement les vertiges sont peut-être ce qui nous rend sensibles à nos propres fragilités. Alors, la raison pour laquelle j'avais choisi le récit de cette ascension à l'Aiguille du Tour, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une ascension particulièrement facile et que j'avais fait des choses bien plus difficiles à ce moment-là. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à ce que je sois confronté à un tel vertige comme celui dont j'ai été frappé, pas au sommet, juste un petit peu sous le sommet de l'Aiguille du Tour. Et donc cette expérience m'avait donné à penser sur la question du vertige, c'est-à-dire que la même personne, moi, avait été dans des conditions quasiment normales, enfin un peu exposée, il y avait un peu de gaz, mais pas davantage que d'habitude, pouvait soudain être terrassé par une peur. C'est-à-dire que le vertige, c'était pas juste j'ai peur du vide, c'était est-ce qu'à un moment donné, j'ai les ressources psychiques pour faire face à quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que dans des conditions de forme psychique et physique meilleures, le même spectacle, le gaz qu'il y a à cet endroit-là, la vue du glacier en dessous, aurait été quelque chose de jouissif, quelque chose de ce qu'on va chercher en montagne, d'être en contact avec quelque chose de très grand, de se sentir faire partie de cet élément extrêmement grand. Et là, soudain, c'est l'inverse qui se produit. C'est des choses très grandes avec lesquelles je voudrais être en contact, en fait, me coupent du réel et me renvoient à moi-même et à mes fragilités. Et donc cette expérience du vertige, là, à l'Aiguille du Tour, c'était vraiment la prise de conscience que
le vertige, c'est pas tant un rapport comme ça immuable au vide, c'est plutôt une forme de prise de contact avec ses propres fragilités à un certain moment de la vie, à un certain moment d'une relation. Voilà, c'était ce contact particulier avec des fragilités qu'on a et qui varient au fil de la vie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette expression de vertige métaphysique, particulièrement à l'adolescence, ce moment où les fragilités sont les plus importantes. On peut vivre des très grandes choses et on peut aussi être bouleversé ou submergé par des choses un peu anodines, parce que voilà, on n'est pas encore bien ancré dans le monde. Voilà, le vertige, ça nous met en contact direct, où c'est notre fragilité qui se rappelle à nous dans des moments où on ne s'y attendait pas. Et d'ailleurs, tu relates un moment de ton adolescence où il est question d'un vertige comme ceux qui peuvent nous arriver dans la vie. Ce vertige dont tu parles, c'est celui que j'ai été presque heureux de constater que je n'avais pas été le seul à le vivre. Plusieurs lecteurs m'ont rapporté des expériences similaires. C'est celui qu'on peut avoir quand on a une petite dizaine d'années et qu'on commence comme ça, comme pour se prendre au jeu, comme en se prenant en jeu, à douter de ce qu'on perçoit. À douter, par exemple, là, je pourrais commencer à douter de ce que vous êtes vraiment en face de moi, de ce que je suis en train de parler, de ce que la chaise sous mes fesses existe vraiment. Quand on est bien dans la vie, c'est des choses qui ne nous emportent pas vraiment très loin, mais quand on est un peu fragile, justement, que la vie nous pose trop de questions, si on commence à prendre au sérieux ces questionnements, ces doutes sur le fait que vous êtes vraiment en face de moi, tout d'un coup, ça peut devenir complètement vertigineux. On peut s'embarquer dans une spirale proprement vertigineuse. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé vers une dizaine d'années. Cette période de l'adolescence assez fragile. Et j'avais été très frappé en cours de terminale de constater que l'expérience qu'on connaît tous de la terminale de philosophie de Descartes, qui doute de son doute radical de toutes ses perceptions, il trouve dans cette expérience le fondement de tout savoir certain. Il trouve, conçoit la preuve de l'existence de Dieu. Mais on a tous été bercés par cette espèce de vertige métaphysique premier dans les cours de terminale, où on sait que douter de toutes nos perceptions, c'est une manière de revivre l'expérience de Descartes. Donc d'une certaine manière, on a tous refait ce passage-là par le vertige adolescent à travers les méditations métaphysiques ou le discours de la méthode de Descartes. Donc chacun de nous est exposé ou peut être exposé à des vertiges qui concernent ce que je suis. Mais y a-t-il d'autres vertiges auxquels nous sommes collectivement tous exposés aujourd'hui? Il me semble que le vertige premier, d'ailleurs on le constate quasiment dans tous les articles sur la question, c'est le premier adjectif qui est employé pour qualifier les chiffres sur les changements climatiques en tout genre, c'est l'adjectif vertigineux, toutes les statistiques qui s'accumulent en termes de température, de fonte des glaciers, de réchauffement des océans. Tous ces chiffres sont proprement vertigineux. Et vertigineux dans le sens où à la fois on a du mal à se les représenter, mais surtout on est incapable d'imaginer les conséquences que ça va emporter sur nos vies, sur nos existences, sur celles de nos enfants, sur ce que ça veut dire en termes d'adaptation au changement des températures. Et ça renvoie à cette question de l'imagination, le vertige comme imagination débordée par quelque chose de trop grand, trop inimaginable pour être théorisé, pour être rassemblé dans un beau système philosophique. Là, les chiffres qu'on voit actuellement, des températures caniculaires qu'il y a en Californie, 54 degrés aujourd'hui, c'est des chiffres proprement vertigineux parce qu'on n'est plus capable d'imaginer ce que ça va avoir comme conséquence sur nos existences. Et théoriser serait un peu prétendre pouvoir se passer d'être à l'écoute de nos propres fragilités. Bien heureux qui pourrait théoriser ce qui va se passer avec, quand il fera 54 à Chamonix, quoi. Est-ce que tu veux conclure en ajoutant quelque chose ?
Parce qu'on va se garder un petit peu de temps pour qu'il y ait un échange avec vous. Ouais. Si on a. Voilà, donc merci Arthur. Merci. Merci à vous, vous avez été gentil, très à l'écoute. Comment lutter contre le vertige ? Je crois que comme dans toutes les choses de la vie, ça se joue sur plusieurs domaines, dans plusieurs dimensions. J'avais entendu une très belle expression d'Elisabeth Revolt sur l'alpinisme qui dit que l'alpinisme c'est une façon d'éduquer son regard, d'apprendre à regarder le vide. Je trouve que c'est une très belle façon de parler de l'alpinisme. Ça en dit long sur ce que ça représente comme apprentissage, comme expérience de la vie. Mais ce n'est pas pour autant que faire de l'alpinisme, ça suffirait à réduire des problèmes de vertige, ou au contraire, même ça pourrait les aggraver. Donc ça peut être une façon de lutter contre le vertige, mais ça ne se substitue pas forcément au fait de s'interroger sur d'autres manières sur les causes qui peuvent être à l'origine d'un vertige qu'on a. Et comme je le raconte dans ce livre, à la suite de cette course à l'Aiguille du Tour, constatant justement qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette fragilité survenue à un moment où je ne m'y attendais pas du tout, dans un contexte a priori pas trop vertigineux pour moi, je me suis décidé à franchir le pas d'une psychanalyse, quelque chose qui m'intriguait depuis assez longtemps. Et j'avais été frappé d'entendre parler dans des livres de psychanalyse de la question de transformer le vide en espace, c'est-à-dire le travail analytique, le travail psychanalytique comme une transformation du vide en espace. Et c'était en particulier une psychanalyste qui recevait des patients touchés de vertige, qui souvent disaient, de manière assez attendue, on pourrait dire, avoir un grand vide, ressentir un grand vide intérieur. Et le travail qu'elle faisait avec eux, c'était, pour lutter contre ce vide intérieur, de retisser des liens avec les personnes dont elles s'étaient séparées, par exemple, ou les personnes qu'elles avaient perdues dans leur vie. Et en retissant ces liens, comme tout à l'heure, on tisse le lien où on mesure la distance avec ce que je racontais sur la pierre qui se trouve devant nous, on recrée une forme d'espace en retrouvant des petits attaches, des petites distances entre nous et d'autres êtres qui nous ont été chers, ou des mots qui ont été importants, des expériences qui ont été marquantes. Et comme ça, on transforme ou on remplace le vide par de l'espace en mettant des distances, des liens avec ce qui constitue notre être. Et si j'ai bien compris ce que tu nous dis dans ce livre, c'est sur ce sujet-là que le toucher occupe une place toute particulière et gagnerait beaucoup à être plus développé. Sur un plan plus sensible, quand on se trouve en montagne et qu'on est pris de vertige, une des techniques, outre celle de la pierre, c'est aussi d'essayer d'oublier ce qu'on voit et de se concentrer sur ce qu'il y a sous la main, de prendre une prise et de retrouver une forme de finitude à travers le toucher. De plus laisser happer par ce spectacle infini du vide, mais de se concentrer sur ce qu'on a concrètement sous la main. Et souvent, il suffit de ça, de repasser par le toucher pour reprendre contact avec ce qui nous entoure, avec la pierre, avec le vent, avec les éléments. Là où le vertige, c'est une forme de soudaine solitude, où on est entièrement absorbé par cette idée du vide qui nous submerge. Donc voilà, plusieurs pistes non exclusives, concurrentes pour habiter ces vertiges, faire de l'alpinisme, faire une psychanalyse ou toucher du granit dans son jardin. Ou de la charpente. La raison, une bonne solution pour lutter contre le vertige. Mais le problème, c'est que c'est difficile de lutter contre des émotions avec la raison. Enfin, une fois quand elles sont bien plus puissantes que la raison, les émotions. Je pense là à quelque chose d'assez... je ne l'ai pas vécu moi-même, je l'ai entendu dire. Certains stages de lutte contre le vertige consistent... une des techniques utilisées, c'est de mettre un stylo en travers de la bouche. Parce que le fait d'avoir ce stylo dans la bouche, ça active les zygomatiques. Enfin, ça les stimule, je ne sais pas de quelle manière exactement.
Et on peut pas, l'émotion procurée par les zygomatiques, le rire, quoi, permet de lutter contre l'émotion du vertige. Et ça me semble, je ne l'ai pas vécu, donc je ne veux pas en témoigner concrètement, mais ça me semble une meilleure manière de lutter contre une émotion ou une sensation comme le vertige que d'essayer d'apporter des notions de physique nucléaire ou quantique à la Étienne Klein, parce que c'est dans un autre registre. Sans doute sur une table à l'université, ça permettrait de marcher, mais en montagne, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais il est vrai que c'est tout à fait vrai, c'est pas le vide qu'on a face à soi quand on est en montagne, c'est l'imagination du vide, c'est l'imagination qu'on s'en fait, et la façon dont son image et la façon dont elle nous écrase. L'apprentissage comme remède. C'est vrai que c'est une belle opposition que je n'avais pas encore imaginée, comme je le disais. Pour moi, faire un apprentissage, c'est apprendre à la fois à transformer sa perception, ce qu'on perçoit du monde et la façon dont on y agit, ses gestes. Et c'est sans doute bien plus proche de la deuxième partie de la proposition que du fait de combler des vides. C'était quoi la deuxième partie? Combler des vides ou construire des espaces. Construire des espaces, voilà. J'ai l'impression d'avoir dans un coin de mes muscles disparus, un savoir-faire qui est là et qui pourra de nouveau ressurgir quand une charpente se prêtera, enfin quand il faudra construire. Ouais, je ne sais pas trop quoi répondre, mais je comprends tout à fait que cette phrase soit parlante et inspirante pour le rapport au savoir-faire. Le rire pour aider à se détendre. Tu disais qu'il nous arrive, comme guide, d'encourager les personnes qui ont de l'appréhension, notamment la descente, à s'intéresser au prochain endroit où ils vont poser le pied. Il arrive aussi qu'on ait recours à la grosse blague qui va agir sur les zygomatiques. Hein. C'est même assez fréquent. Le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin, Les Flammes de Pierre, commence par le récit d'une ascension avec Sylvain Tesson, qui n'est pas nommé, mais tout le monde l'a reconnu. Et ils sont pris dans un orage au sommet de je ne sais plus quelle ascension, et ils commencent à raconter des blagues, et voilà, ils s'emportent dans une sorte de spirale de blagues. Et j'ai entendu Jean-Christophe Ruffin, justement, dans un échange sur le vertige, dire que ces blagues-là, elles viennent pour tromper le vertige. C'est le moment où on fait des blagues, c'est le moment où on commence à avoir peur et on a besoin de penser à autre chose. Éprouver du vertige pour les autres. Et il y a une autre forme de vertige proche de celle-là, qui est le fait, avec son enfant dans les bras, d'avoir peur, non pas de se jeter soi dans le vide, mais de jeter son enfant dans le vide. C'est une forme un peu dérivée du vertige de l'appel au vide, mais qui est souvent constatée chez les jeunes parents, alors plutôt les mères, parce que c'est plutôt les femmes qui parlent facilement de ce genre de choses, mais voilà, la peur, alors là c'est pas la peur par procuration dont vous parliez, c'est vraiment la peur d'une sorte de fragilité qu'on a en soi, et qui consisterait non pas à se jeter soi-même, mais à jeter ce qu'on a de plus cher dans le vide. Le toucher pour se concentrer. Oui, tout à fait. L'audition et la vue sont les sens qui se mettent le plus tardivement en place, alors que le toucher et pas le goût forcément, mais la succion et les éléments de la bouche sont les plus primitifs et les premiers à être à peu près en place. Pendant que j'écrivais ce livre, je me suis entretenu avec des aveugles pour savoir si ils pouvaient être sensibles au vertige. Alors c'est sans doute les mêmes statistiques que dans la population générale, mais j'ai parlé avec des gens qui, non-voyants, avaient le vertige, ce qui va un peu à l'encontre de l'idée que le vertige, c'est uniquement la vue. Mais les personnes non-voyantes ont aussi une certaine manière de compenser le fait de ne pas voir par la combinaison d'autres sensations, et en particulier par ce qu'ils appellent le sens des masses, qui est une certaine sensibilité surdéveloppée chez les personnes non-voyantes pour compenser l'absence de vue, sursensibilité aux effets de vent ou aux effets sonores liés à l'environnement matériel. Par exemple, quand on arrive au sommet d'une falaise ou au sommet d'un éperon, tout d'un coup le son
la façon dont le son se réverbère sur les parois se transforme, la façon dont le souffle de l'air nous parvient change aussi. Et donc en étant simplement attentif à ça, sans avoir la vue du vide face à nous, on peut quand même se sentir en présence d'un vide et se laisser happer par l'imagination de ce vide, et donc des personnes non-voyantes être aussi sensibles au vertige. Pas de vertige en avion ou en parapente. Ça serait difficile de vous jeter dans le vide depuis l'avion, je pense. Enfin, l'attirance est moins importante, puisque si vous étiez à la porte de l'avion avec la porte ouverte, vous auriez peut-être le vertige. Mais effectivement, il y a un effet à la fois de la possibilité de se jeter, et par ailleurs, il y a un autre effet lié au fait d'être en contact ou non avec le sol. Et quand on fait du parapente, on peut ne pas du tout avoir le vertige dès qu'on a décollé, tout en ayant eu le vertige jusqu'au moment du décollage. À partir du moment où on quitte le sol, où on n'a plus les pieds au sol, l'effet de vertige se perd. Et je l'ai constaté moi-même, je pensais avoir le vertige en faisant du parapente. J'étais un peu impressionné à la vue du terrain d'envol. Et dès qu'on a quitté le sol, en fait, la possibilité de tomber avait disparu. Cet imaginaire là de la chute avait disparu, et j'ai pu apprécier le vol sans être soumis au vertige. Il me semble que tu expliques dans le livre que le vertige est lié à une dissonance entre les trois composantes de l'équilibre que tu expliques très clairement. Et au moment où tu as décollé en parapente, la proprioception, elle est plus active, quoi. Voilà, c'est un peu le complément de ce que je disais à l'instant sur la question du vertige des personnes non-voyantes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de vue, le vertige, c'est une question de la cohérence entre un ensemble de sensations qui se complètent, et en particulier donc, la proprioception, donc la perception qu'on a de la position de notre propre corps dans l'espace, la vue et l'ouïe. Et ces trois éléments se coordonnent normalement. Sauf des fois on n'arrive pas à faire une sorte à uniformiser, à mettre en cohérence, en harmonie ces perceptions. Et par exemple, c'est ce qui se passe quand on a les pieds au sol, mais que, par exemple au sommet d'une falaise, mais que sous nos yeux, il n'y a pas de terre, il n'y a que du vide, il n'y a que du gaz. Ça produit une forme de dissonance qui peut être source de vertige. Mais quand on n'a plus les pieds au sol, la dissonance entre ce qu'on voit, le vide sous nos pieds, et nos pieds dans le vide, redevient une forme d'harmonie, redevient cohérente. Vertige ou peur du vide. Tout à l'heure, Arthur, tu as employé un mot, acrophobie. Et donc, qu'est-ce que c'est l'acrophobie ? C'est le terme technique pour la peur qui nous gagne quand on se trouve en hauteur. C'est le vrai nom de vertige. Le vertige désignant plutôt les conséquences de l'acrophobie, c'est-à-dire une sorte de perturbation de la perception, une forme de vertige, de tournoiement. Et il y a une sorte de confusion qui se produit dans le terme vertige, qui désigne à la fois la cause, le spectacle du vide, et son effet psychique, c'est-à-dire une forme de tournoiement de l'esprit. Mais en réalité, il y a une distinction entre la cause, l'acrophobie, la peur du vide, et son effet sur nous, son effet psychique, qui est le vertige. Voilà, mais moi, il m'arrive de croiser beaucoup de gens qui me disent « j'ai le vertige », et dans la plupart des cas, c'est pour dire qu'ils ont peur. Ils n'ont pas de phobie, réellement. Ils ont peur, et c'est une peur qui se traite, qui se travaille par une progression, enfin voilà. Alors qu'une phobie, je ne suis pas certain que ça puisse faire l'objet d'une éducation. Et sans doute que s'ils viennent en montagne avec toi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une phobie, mais qu'ils ont parfois peur du vide, et parfois ils ont plaisir à l'observer. Et que juste à ce moment-là, ils manquent de confiance, ou ils sont un peu faibles, et ils se laissent un peu emporter par leur imagination. Voilà, la plupart du temps, il me semble que je rencontre, c'est ça. Il m'est arrivé, mais c'est quand même très rare de rencontrer des personnes où j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une phobie, parfois peut-être liée à un vécu bien antérieur, c'est-à-dire comme si la personne était submergée par quelque chose à l'occasion de ce spectacle qui lui est donné, mais que cette chose venait de beaucoup plus loin que le spectacle lui-même, quoi. Et ça, c'est ce à quoi il me semble qu'on a affaire assez rarement. Et la plupart du temps, on a affaire à de la peur, en fait. Et c'est un mot pour un autre.
Ouais, les gens phobiques sont peut-être pas assez fous pour aller, pour aller en montagne s'ils ont vraiment la peur, enfin la phobie du vide. Ouais. Ouais. La peur de sauter. Pour répondre, alors pour faire juste le lien avec l'histoire du balcon et la question de la cohérence des perceptions, il y a des règles architecturales pour des immeubles d'habitation de bureaux de hauts étages qui consistent à cadrer le regard. En fait, ce qui est vertigineux, c'est de se retrouver, par exemple, comme il y a à l'Aiguille du Midi, absolument dans le vide, sans aucun élément de cadrage du regard. Et quand on construit des balcons ou des loggias au 20e ou 30e étage, le fait de faire avancer les parois du balcon, enfin faire avancer un peu les parois de l'immeuble sur le balcon, ça permet au regard de l'habitant d'avoir une sorte de cadre et de ne pas être complètement livré au vide et attiré par le vide. Et donc des architectes m'ont témoigné de ça, que quand ils conçoivent des immeubles, de très grands immeubles, ils s'attachent à offrir au regard des futurs habitants une forme de cadrage au regard pour éviter les cas de vertige trop importants. C'est une autre réponse. Eh ben, merci Arthur, merci à vous. Merci à vous.